Aujourd'hui, nous conduisons le tout nouveau Dacia Duster et nous répondrons à la question. Oui, c'est l'un des SUV les plus abordables, mais que peut-il faire pour ce prix? Nous détaillons le prix et bien sûr, que propose-t-il en échange? Pensez-vous que c'est un SUV plus abordable? Nous le découvrirons avec Thomas Landekvuel en 4K plein écran intégralité. Allons-y, le tout nouveau Dacia Duster ici à l'avant. Il a l'air vraiment robuste, n'est-ce pas? Couleur grès, j'adore cette couleur. Et aussi ici, cette gravure sur le capot. Il a un véritable caractère tout-terrain. Aussi ici, avec cet aspect très robuste dans la partie inférieure, cela convient très bien au véhicule. Des phares à LED avec une belle signature ici. Et côté, il fait 4,34 m ou 171 pouces, presque pareil à la génération précédente. Ici aussi, ces matériaux recyclés déjà à l'extérieur. Il s'oriente vers la durabilité, ce qui est bien. Les tailles des roues commencent par 16 pouces en acier, puis 17, et celles-ci sont de 18 pouces. C'est assurément le plus cool au niveau du look, ici avec les accents de bronze ou de cuivre. C'est la finition extrême la plus élevée et en effet, les clients de Dacia optent généralement pour la finition la plus haute. Pourquoi cela? Les personnes venant d'autres marques plus chères disent comme « Hey, je ne veux plus payer ces prix extrêmes ». Je recherche une voiture abordable en faisant des économies sur d'autres. Je sélectionne la finition la plus élevée. C'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Elle sort véritablement des sentiers battus, pas uniquement par son look. Elle a un angle d'approche de 31 degrés, angle de descente de 36 degrés, garde au sol jusqu'à 22 cm ou 8,5 pouces si vous optez pour la version à traction intégrale qui est en fait 1 cm plus haute que les versions à traction avant. À l'arrière, une signature moderne pour les feux, plus cet aspect très robuste ici, un immense lettrage Dacia. On voit cela de plus en plus et cela a été critiqué dans des vidéos récentes, le fait que les fabricants s'éloignent du logo. Mais plus vers une lettrage qu'à l'arrière. Quel est votre avis là-dessus? Dites-le moi dans les commentaires. Eh bien, en termes de design, je dois déjà dire qu'ils ont vraiment réussi à faire en sorte que les gens n'achètent pas cette voiture seulement parce qu'elle est plus abordable, mais parce qu'ils aiment le design extérieur, et moi aussi. Mais la grande question est, qu'est-ce qu'il en est de l'intérieur et plus important encore, qu'est-ce que c'est? Capable en conduite, nous le découvrirons très bientôt. Voici le porte-clés. DC Comics, quelqu'un, à partir du logo, puis ici, le son de la porte qui se ferme. C'est en fait assez solide, donc on ne ressent pas vraiment d'économie à ce niveau-là. Aussi, depuis l'arrière, très joli, et à l'intérieur, bien, cela se trouve ici. Tout est construit en plastique dur, sans revêtement. Les objets vont vraiment voler partout. Mais alors, l'intérieur d'aspect est très intéressant. Volant avec de vrais boutons pour le régulateur de vitesse, par exemple. Droite ensuite, vérifier aux instruments, ces aérations, j'apprécie. Style moderne agréable, aligné sur le logo. Aussi ceci, couleurs différentes par exemple. Paquet dur, bien sûr, ici. Tout là, vous voyez certaines des économies de coûts qui expliquent le prix. Ceci est le niveau de finition extrême. Sièges spéciaux. C'est une sorte de structure, comme le néoprène. Facile à nettoyer, cet équipement est efficace sur tout terrain. Au départ, cette pièce est confortable. Cependant, avec la température, tend à chauffer. Donc là, je recommande davantage la finition de journée où vous avez comme ces sièges en tissu bleu dénime. Je les adore, tant pour le style que pour le confort, car je trouve que ceux-ci chauffent plus facilement. Donc, la finition de base serait aussi possible, mais mon choix, je pense, serait la version de journée. Volant réglable, de haut en bas, facile à contrôler, et maintenant, nous avons des instruments numériques. Voici la vue du cockpit, agréable avec le contraste des couleurs. Le nom Duster est gravé ici, c'est en fait plutôt cool. Eh bien, c'est réellement un écran de 10 pouces. Il a quelques fonctions de base en haut, pour par exemple l'activer ou le désactiver. Mais ce serait vide sans l'écran, mais possible d'utiliser le smartphone comme support ici. Pourquoi pas? À part ça, ceci a bien la fonction de mirroring smartphone. Ou encore, par exemple, certaines fonctions intégrées, il dispose même d'un GPS interne à la voiture et de l'Apple CarPlay et d'Android Auto sont également possibles ou la navigation vocale. Ceci serait l'alternative. Le système d'infodivertissement n'est pas le plus rapide. Je l'utiliserai probablement juste pour le mirroring de smartphone pour être un peu meilleur à ce niveau-là. Mais mes favoris ici, unité de climatisation, moins puissance ou vitesse du ventilateur. Et ça sonne vraiment bien.
Vous savez, je suis un grand fan de ces bruits de clics, assurément. Intérieur très robuste, tout en plastique dur, un peu d'espace pour le smartphone ici. La partie inférieure est un tapis de charge inductive. Cela chauffe quand même assez rapidement. Et ceci, le levier de changement automatique seulement avec l'hybride. Oh, et au fait, quand je tournais l'assistant ici pour la caméra de recul, mais vous pouvez en fait baisser le volume dans le système d'infodivertissement pour cela. Et je le recommande vraiment car sinon, vous allez devenir fou. Ici, elle tombe vite, sans amorti. Dites donc, hé, payez moins, attendez donc moins de confort. Et puis, la question est, est-ce que c'est important pour vous, ces petits détails ou pas? L'armure du milieu est quelque peu couverte. C'est toujours assez dur. Vous pouvez y plier beaucoup d'espace. Les porte-gobelets ici ne sont pas adaptables, mais ils ont au moins différentes tailles. Instruments. Un assez petit écran de 3 pouces, positionné à gauche, à droite, tous entièrement numériques, idéal pour une navigation fluide et intuitive. Ils sont même quelque peu ajustables, ce qui vous offre différentes vues, mais ils sont aussi un peu lents à s'afficher et ainsi de suite. Dans chaque coin du véhicule, il y a ce qu'on nomme le clip en U. Vous pouvez installer ce cintre spécifique à l'avant et puis ajouter aussi un autre. Porte-gobelet adapté. Cela serait également possible. Et puis, au niveau du porte-gobelet, oui, au porte-gobelet, vous pouvez à nouveau ajouter ces autres choses. Ici aussi, comme une lampe, vous pouvez les mettre à l'avant, à l'arrière, mais aussi dans le coffre. Vous êtes assez flexible. Ce n'est pas un véhicule long. Cependant, ici, la hauteur sous plafond est correcte avec 189,62. L'espace pour les jambes, quand je conduis en tant que grande personne, je touche. Ouais, mais c'est bon, pouvant accueillir 4 adultes si on étire les jambes. Donc, et le confort, assez bon. Vous pouvez vous asseoir au milieu, assez mou. Ouais. Je pense dans l'ensemble, c'est correct. Des matériaux durs et grands partout, bien sûr. Et cette finition extrême ici a aussi ses tapis de sol spéciaux. Je peux en sortir un aisément comme ça et ils sont en matériaux recyclés. La seule chose, c'est que le caoutchouc est facile à nettoyer et comme vous pouvez simplement les arroser, peut-être dans le jardin ou quelque chose comme ça. Mais ça peut dépendre peut-être aussi du détergent de nettoyage que vous utilisez. Donc je n'utiliserai rien d'autre avec que de l'eau propre parce qu'ils peuvent être un peu glissants. Peut-être que cela dépend aussi des semelles. Donc, il faut faire attention en entrant et en sortant. Je préfère de loin les tapis de sol en tissu à cet égard. La capacité de bagage est de 430 litres pour l'hybride, 520 litres pour le moteur Petra en traction avant. Mais en plus de cela, c'est plus ou moins tout pareil que dans l'utilité de base. 1 mètre ou 40 pouces de large, puis la longueur est d'environ 90 cm ou 35 pouces. Donc, très utilisable. J'aime ça. C'est comme ce tapis en caoutchouc ici, une fois de plus. Pour rabattre les sièges, ouais, quasiment impossible d'ici, surtout quand ce couvercle supérieur est en place. Vous pouvez l'enlever, bien sûr, vous devez contourner et puis rabattre les sièges depuis ici. Et vous devez ensuite trouver ce petit rebord. Ainsi, vous pouvez également le replier comme ça. Moteur, 3 options de base distinctes. Vous commencez avec le choix du GPL, 1 litre, 3 cylindres, approximativement 100 chevaux. C'est aussi le plus lent. Il fonctionne au GPL et à l'essence à la demande, mais c'est généralement plus logique de choisir le GPL. Puis, au-dessus, le moteur essence 3 cylindres de 1,2 litres avec 130 chevaux. Traction avant ou 4 roues motrices. La version traction avant fait aussi 10 secondes pour le chiffre d'accélération, identique pour l'hybride de 1 à 1,6 litres. C'est le seul 4 cylindres. Nous le voyons ici. Aussi à traction avant, et voyons quel rendement nous obtenons avec celui-ci aujourd'hui. Sera très excitant uniquement si vous optez pour la version pure essence. À traction intégrale, alors vous obtenez également ce centimètre supplémentaire de garde au sol pour la conduite hors route. Vous voyez, ils ne sont pas trop puissants globalement. Ils optent aussi plus pour un budget plus restreint et sont également plus économiques dans la consommation et ainsi de suite. C'est le concept de base qui est derrière. Alors, quelle serait la raison principale de choisir ce hybride, même s'il est le plus cher? C'est la seule boîte de vitesse automatique. Et vous avez vu ici les vérins à gaz. Regardez ça, même la Golf 8 ne l'a plus. 2 en fait. Oui, agréable également pour les mécaniciens qui travaillent sur ces machines et aussi le bon amortissement en dessous. Allons-y.
c'était de 0 à 80 km à l'heure. Je veux dire, plutôt correct. Au moins, vous avez entendu toutes les lunettes de soleil et tout dans les poches latérales glisser vers l'arrière, parce qu'il n'y a évidemment pas de revêtement en feutre à l'intérieur à ce niveau de prix. Alors, le chiffre officiel d'accélération est d'environ 10 secondes pour atteindre 100 km/h ou 60 mm/h. Et c'est la même chose ici pour l'hybride que nous conduisons, l'hybride 4 cylindres de 1,6 litres, et également pour le moteur à essence 3 cylindres. 11 secondes pour la version à traction intégrale et la version GPL. Donc, c'est aussi un des compromis avec lesquels vous devez vivre si vous payez un prix inférieur pour un véhicule, que vous n'obtenez pas les moteurs les plus puissants car ils sont aussi coûteux à fabriquer. Et le capot devant, visible en conduisant, est très haut. Vous voyez ces enfoncements-là, ça a l'air vraiment puissant, tout terrain. En même temps, quand vous n'avez pas le siège trop relevé, cela peut peut-être aussi bloquer la vue. C'est toujours le pour et le contre du design. C'est évidemment pas la forme la plus aérodynamique vue de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est en fait pas si mal. Alors, vraiment, pas de plainte sur l'isolation ici. On doit admettre ça. Ensuite, la suspension. Vous savez, quand les véhicules sont assez abordables, parfois ils ont une mauvaise suspension. Ici, vous vous souvenez, c'est aussi un véhicule tout-terrain qui peut vraiment faire du hors-piste. Donc, la suspension est parfaitement réglée, savez, pour être adaptée à tout terrain tout en restant assez confortable hors piste. Et même si nous avons ici les roues de 18 pouces, les plus grandes disponibles, ce n'est pas du tout inconfortable. Donc c'est plutôt un peu doux et flottant. Et je pense que c'est une bonne décision parce que quand vous conduisez en ville, sur des dos d'âne et ainsi de suite, vous voulez ce confort. Et aussi quand vous êtes en situation de tout-terrain où ça devient un peu rude et ainsi de suite, vous voulez ce petit plus de confort. Je pense que c'est très bien. Donc, si vous désirez plus de contrôle sur la route, les roues de 18 pouces sont un bon choix. Si vous pensez vraiment à faire plus de tout-terrain, alors bien sûr, vous pourriez aussi rester avec les tailles de roues plus petites. Cela pourrait alors être le choix pour vous. Mais la question est, est-ce que le véhicule se secoue fortement ou quelque chose comme ça quand je fais ça ? Oh oui, c'est absolument le cas. Oui, donc là, vous ressentez vraiment bien ce caractère tout-terrain. Waouh! Les SUV modernes, les voitures modernes, et ainsi de suite. Généralement, elles ne sont pas autant secouées. Donc, c'est l'inconvénient de cette suspension souple tout-terrain. Il est important de savoir cela. Donc, pour exécuter toute manœuvre agile ou un changement de voie soudain, vous devez en être pleinement conscient. Cependant, cela vous donne vraiment une sensation unique. Alors même quand vous la conduisez sur la route, cela vous donne toujours cette sensation de tout-terrain. Et j'ai trouvé cela aussi plutôt cool. Le petit véhicule qui s'en rapproche le plus pour moi serait un Suzuki Jimny par exemple. Cela aussi est très unique et très souple dans la suspension. Juste que le Jimny attrape définitivement plus de vent latéral. Je veux dire, il fait aussi assez venteux ici sur l'autoroute aujourd'hui, mais ça ne prend pas trop de vent latéral. C'est en fait toujours bien. Nous avons parlé, dans la partie intérieure, de ces tapis de sol glissants. Pas encore tout à fait sûr si c'est juste le matériel ou si c'est le détergent qui a peut-être été utilisé pour le nettoyage, mais ils sont vraiment glissants aussi pendant la conduite. Donc, quand vous glissez, vous savez, pour utiliser les pédales, donc je ne peux pas les recommander ici dans les finitions extrêmes. Donc, il est préférable de choisir des tapis normaux pour eux ou un truc semblable. Sauf si vous avez peut-être des chaussures avec une semelle très adhérente ou quelque chose qui pourrait changer la situation. Sur les systèmes d'assistance, un moniteur d'angle mort est dans le rétroviseur latéral. Voyons si quelqu'un nous attrape ici. Désolé, il faut toujours être vigilant. Changement de voie soudain, et voilà. Alors, il y a comme un petit point dans le rétroviseur latéral qui apparaît assez tard, seulement au moment où vous avez le véhicule. Dans l'angle mort, c'est la philosophie de marques telles que Peugeot, Citroën, etc. Tandis que la plupart des autres constructeurs avertissent bien plus à l'avance lorsqu'une personne est dans l'angle mort. Et je dois dire que je préfère les avertissements préalables. D'un autre côté, c'est d'une certaine manière plus prévisible, je dirais. Alors, nous pouvons aussi, par exemple, mettre un limiteur de vitesse ici, à gauche du volant ou le régulateur de vitesse. Vous pouvez cliquer là-dessus, et puis avec votre pouce gauche, régler aussi la vitesse juste ici. Parfois, on entend le moteur. C'est un peu
Vous savez, en action par exemple, en montée. Alors, face à ces situations uniques où vous ressentez, ouais, ça donne un peu, ouais, l'impression que ça travaille vraiment trop, je dirais. Alors, il a déjà une plus grande cylindrée que le moteur à essence. Cependant, il n'est pas beaucoup plus puissant en accélération, mais il faut composer avec ces moteurs plutôt petits pour cela. Donc, au moins, vous avez ici 4 cylindres. Mais plutôt, quand nous étions dans le parking, ce système hybride a également joué un rôle parce que vous avez aussi l'état de la batterie là lorsque vous roulez tout simplement. Utilisez ce système hybride, il marche sur l'électrique quand vous lâchez l'accélérateur à des vitesses basses et ainsi de suite. Alors, vous pourriez peut-être conduire tout en silence autour du quartier. Oui, donc vous devez savoir que le caractère tout-terrain du véhicule se ressent sur la route. Cela représente d'un côté un inconvénient, d'un autre côté, cela peut contribuer à ce facteur très unique que cette voiture transmet. Et vous avez des moteurs qui sont plutôt paresseux, vraiment il faut aussi apprendre à vivre avec ça. Mais d'un autre côté, peut-être que cela ajoute aussi à tout le caractère du véhicule. Et je vois déjà qu'en ce moment, nous sommes à environ 5 litres au 100 km, donc une consommation plutôt bonne. Donc, cela correspond plutôt à du 50 mpg US et environ 60 mpg UK. Cela est bien sûr également avantageux lorsque vous avez un véhicule très léger et aussi avec un concept de moteur efficace, vous pouvez alors également obtenir de bons chiffres de consommation. Mais parfois, c'est vraiment juste trop de tours par minute et cela n'ajoute vraiment rien là encore. L'idée de l'isolation phonique, je veux dire avant, quand l'autoroute était un peu protégée à gauche et à droite, et aussi quand nous entrons dans le tunnel, pas tant de vent appliqué, à environ moins de 100 km à l'heure, moins de 60 miles à l'heure, je me disais que l'isolation phonique est correcte. Oui, mais alors quand vous allez un peu plus vite que 100 km ou plus que 60 miles et que la zone est plus ouverte à gauche et à droite et que le vent peut vraiment pousser contre le pare-brise, là ça devient bruyant ici et vous sentez toutes les forces du vent. Donc oui, ce style de construction et vous savez certaines économies de coûts, bien sûr pour ne pas trop isoler. Maintenant, vous pourriez probablement capter ça avec la caméra maintenant. Oui, ça commence à devenir assez bruyant par ici. Au fait, j'adore l'extérieur de cette voiture. J'oserais même ne pas envisager, tu sais, des réflexions sur le coût, cher ou pas, et ce qu'elle peut faire. Je l'adore juste à l'extérieur. Mais cela a un coût, ce design, où tu as juste ce vent qui pousse contre le véhicule et ça devient nettement bruyant. Et puis, il y a des conduites plus lentes avec plus de virages ici. La direction, de par sa forme, est un peu étrange, je dirais, parce qu'elle est très large sur la partie supérieure. On peut s'y habituer, cependant. Ensuite, bien sûr, ce comportement de conduite un peu tout-terrain, on le ressent aussi lorsque l'on conduit un peu plus lentement, sans aucun doute, vous savez, comme ça. Je dirais, c'est imprécis. Je veux dire, ici, même petites commandes sont transmises sur la route. Encore une fois, les véhicules qui sont aussi conçus pour le tout-terrain sont généralement faits de manière à ce qu'on doit diriger un peu plus. Lorsque vous conduisez un peu plus lentement, alors vous ne ressentez pas trop le bruit du vent et ainsi de suite. Et ici, par exemple, le dos d'âne. C'est vraiment cool d'avoir ça. Essayons de passer plus vite dessus. Ouais, c'est cool, tu sais, avec ce véhicule tout-terrain, alors ces temps de vitesse sont aussi moins agressifs d'une certaine façon. Et encore, si tu conduis plus lentement, donc tôt aussi, tu peux alors profiter de ce train hybride. Pas toujours, parfois ici et là, alors tu conduis tout électrique et c'est bon. La consommation a un peu augmenté maintenant. Nous roulons à 120 km à l'heure sur l'autoroute, environ 70 miles par heure ou plus près de 6 litres au kilomètre. Mais oui, c'est à peu près là où vous allez probablement finir, vous savez. Donc dès que vous accélérez un peu, en revenant à la question initiale, vous avez l'impression que c'est plus comme un véhicule abordable ou bon marché. Quand vous conduisez un peu lentement, un peu doucement, à basse vitesse. Sûr, quand vous allez hors route, c'est haut, peu importe, c'est comme aucun souci. Pourquoi donc dépenser plus? Et qu'en est-il des prix? Pour une version vraiment basique, j'ai déjà les prix allemands. 19 000 € seront similaires dans toute l'Europe pour la version GPL et plutôt dépouillés niveau équipement. Donc
en dessous de 20 000 euros, c'est impressionnant sur le marché automobile. Tel que le véhicule se présente ici, maintenant, avec l'hybride, et ensuite la finition haute, l'extrême. Un peu plus de 27 000 euros. Toujours en dessous des 30 000 euros. C'est toujours très bien et très abordable par rapport à d'autres voitures sur le marché. Notez que le prix moyen d'une voiture aujourd'hui est d'environ 50 000 euros ou dollars, et parfois au-dessus de cela quand vous ajoutez des équipements et ainsi de suite. Alors, c'est toujours très remarquable en ce qui concerne l'offre, mais quel est le compromis? En termes de design, je pense qu'il n'y a pas de compromis. Il a juste une superbe allure, je l'achèterai rien que pour son apparence. Oui, définitivement. Pour l'intérieur, il y a certains compromis. Quand ça grince, ça secoue, les matériaux sont plus simples. Les éviers ne sont pas tellement plus stables et ainsi de suite. Aussi, côté sécurité en cas de collision, ça n'a pas les meilleures évaluations de crash test Dacia dans son ensemble, vous savez. Parfois, cela dépend aussi de moins de systèmes d'aide de série et ainsi de suite. Mais aussi dans des crash tests matériels concis, ils n'obtiennent pas les meilleures notes. Donc on peut argumenter pour et contre, mais cela a aussi un coût dans ce sens-là. De plus, les moteurs semblent être un peu plus lents. Cela ne vous offre pas vraiment de bonnes performances. Vous ne pouvez pas vous attendre à cela pour ce prix, du moins dans ce segment précis. Vous devez être conscient de cela, et la sensation de conduite est vraiment tout terrain. C'est un peu instable, du moins à des vitesses plus élevées, mais en même temps, ça vous offre une bonne performance en tout terrain. Donc, oui, à l'extérieur, cela promet des capacités tout terrain. Et ça les maintient aussi pendant la conduite, il faut le savoir. Donc malgré tout, je pense qu'à ce prix, c'est une proposition intéressante. Il a tellement de caractère, c'est ce que j'adore dans ce véhicule, mais il faut savoir aussi quels inconvénients viennent avec ce prix. Et puis, décidez si cela vous convient ou pas. C'est mon verdict pour aujourd'hui. Qu'en dites-vous? Partagez dans les commentaires.